ce webinaire qui sera dédié à un sujet d'actualité qui va représenter plutôt un sujet au cœur de transformation actuelle, qui est Business Analytics and IA, exploiter la puissance des données pour les décisions stratégiques. Je suis Karim Tomi, je suis ingénieur docteur en informatique, enseignant-chercheur à l'Université Mohamed V, et j'aurai le plaisir aujourd'hui de modérer ce webinaire. Alors, avec moi, j'ai 3 experts du domaine. Madame Soumia Ziti, professeure à l'Université Mohamed V, experte en IA, Data Science. Bienvenue, madame. À ma droite, j'ai le professeur Nordin Zizan, doctorat en sciences informatiques de l'Université de Mainz en Belgique, expert en système d'information géographique, big data, informatique décisionnelle et intelligence artificielle. Alors, en ligne, on a le professeur Khalid Ben Abbas, doctorat en intelligence artificielle, professeur chercheur à l'Université Moulay Ismail, à CNES, spécialisé en data science, machine learning et deep learning. Très bien. Alors, pour commencer, je vais commencer par Madame Ziti Soumia. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de data, on parle de data science, et on sait tous que la data, c'est un levier primordial pour la compétitivité d'une manière générale. Alors, on parle beaucoup de la performance, on parle beaucoup de comportement des clients, on parle beaucoup de segmentation de marché. Alors, derrière, il y a des techniques, bien évidemment. Il y a des technologies, d'accord? On parle de business intelligence, on parle de business analytics, on parle de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut avoir des définitions très simples de ces notions de base? D'accord. Donc d'abord, je vous remercie, monsieur le modérateur, de m'avoir invité pour animer ce webinaire. Donc c'est vrai que la donnée maintenant devient un élément primordial. C'est de l'or, c'est l'or de notre univers, de notre temps actuel. Donc c'est vrai que la donnée toute seule, donc, ça ne sert à rien. Mais si on rajoute un petit peu en la structurant et en ajoutant un sens, ça devient une information. Et si on va plus loin, donc en généralisant cette information-là, ça devient une connaissance qui peut servir pour la prise de décision, pour éviter des catastrophes, ainsi de suite. Donc avant, donc, on faisait ce processus, mais c'était étudier par exemple l'histoire pour améliorer notre avenir ou notre présent. Donc c'est la même chose. C'est juste que maintenant, il y a énormément d'informations, il y a énormément de données, il y a énormément de connaissances, et donc là, l'humain ne peut pas tout faire. C'est pourquoi donc, on a accès, on utilise donc les machines comme outils pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Comme on utilisait les calculatrices pour faire des calculs complexes le plus rapidement possible. Donc, on utilise des machines pour prendre des décisions le plus rapidement possible. Donc là, c'est vrai que quand on parle de business intelligence, de business analytics, l'IA, en fait, au moment, quelqu'un de l'extérieur dira que c'est la même chose. Le BI, c'est la même chose que le BA, c'est la même chose que l'IA. Donc, en fait, non. Donc, le business intelligence, il étudie l'historique, c'est-à-dire ce qui se passe. Parce que le changement, par exemple, d'une occurrence, d'un enregistrement, chaque fois que je le change, donc je sais que, par exemple, cet enregistrement pourra causer des problèmes. Donc, même le fait de changer une valeur, ça devient porteur de connaissances. C'est pas, par exemple, on utilisait avant les bases de données simples. Mais le problème avec les bases de données simples, c'est que une fois, par exemple, qu'on modifie un champ, parce qu'il existait avant, on l'a perdu. Donc, si on supprime, par exemple, un enregistrement qui est porteur d'informations, donc l'information qui a été portée, elle est perdue éternellement. Donc là, avec le business intelligence, non. Même les modifications sont archivées. Et là, j'archive donc à chaque fois. Voilà, donc là, à chaque fois qu'il y a une modification, il y a la création d'un enregistrement, donc il est stocké. À chaque fois qu'on le modifie, il est stocké. Donc même le processus de changement que suit cet enregistrement-là, il est stocké. Et donc ça peut porter un petit peu des informations.
Donc, normalement, la BI, il est descriptive. Donc, là, ça fournit un petit peu des tableaux de bord, des rapports et des indicateurs de performance. Normalement, le BI sert à comprendre le passé pour normalement pour aider à la décision, pour aider les décideurs pour prendre la meilleure décision. Très bien. Donc, justement, on parle toujours de cette transformation de la data brute vers une data, voilà, et puis au niveau décisionnel qui va nous aider à prendre les meilleures décisions. Donc, justement, avant de donner la parole à Zidane Nordim, le système décisionnel, normalement, ça passe par plusieurs étapes, c'est ça? Donc, au départ, l'information, c'est sûr, elle est dispersée au sein des systèmes d'information. Donc, on peut avoir des fichiers plats, on peut avoir affaire à des systèmes d'information, on peut avoir des CRM, des ERP, des systèmes d'idées pour gestion aux ressources humaines, de la finance. Donc, il y a beaucoup de data qui dispersent. Voilà. Et du coup, à un certain moment, on doit faire de la collecte de la data. Et pour faire de la collecte de la data, on va utiliser de la technologie qui s'appelle ETL, notamment les technologies de l'extraction, la transformation et le chargement des données. Donc là, on peut penser à Power BI, à Cognos, à Talend, à quoi d'autre. Il y a plusieurs solutions aujourd'hui de la famille ETL. Donc l'idée qui est derrière, c'est de faire de l'extraction de la data, de faire la transformation de data, parce que finalement, les données, ils sont hétérogènes, on doit les rendre homogènes, c'est ça. Et finalement, charger les données dans Data Warehousing. Alors, ma question, c'est par rapport à l'IA. Où est-ce qu'il y a par rapport à ce processus? L'IA, on peut dire que ça a commencé par le décisionnel. Donc, au départ, on essaye de compléter l'architecture que vous êtes en train d'afficher. Donc, c'est pour atteindre l'aide à la décision. Et donc, ça a commencé par le data mining, par des algorithmes. C'est ça. Et puis après, c'est avéré qu'il faut prédire l'avenir, surtout pour les entreprises. Dans le marketing, par exemple, on essaye de voir quoi si on fait quelque chose. Donc, what if? Si je fais un changement dans la production ou j'ajoute un autre produit, est-ce que je serai gagnant ou pas? Et avec l'IA, ce problème a été résolu, mais il faut avoir des données. Donc, Data Warehouse, il est important. Il faut avoir des données volumineuses enregistrées sur plusieurs années et qu'on peut exploiter avec l'IA et adapter le système. Donc, surtout en médecine, si on revient, on peut partager là. Oui, oui, bien sûr. Donc, la deuxième présentation, c'est ça? Oui. Voilà. Je pense, oui. Donc ici, on voit bien que la prise de décision humaine avec ce que prendre en décision aussi la machine, c'est la même chose. C'est-à-dire on passe avec les mêmes étapes, l'observation, l'interprétation, l'évaluation, puis la décision. Et donc on voit c'est les mêmes schémas, que ce soit la machine ou l'homme, et il agit de la même manière. Programmer la machine pour qu'il fasse la même chose. Et donc pour rendre la décision, l'intelligence artificielle efficace, donc il faut d'abord une intelligence, il faut la modélisation, faire le bon choix, la mise en œuvre pour atteindre une solution viable sur plusieurs années et qui peut éviter la catastrophe à l'entreprise. Alors le champ d'application, c'est, on peut dire, tous les domaines maintenant, partout. On les utilise et McKinsey, il a dit d'ici 2030, il y aura 70% des entreprises qui vont utiliser au moins un type d'IA. Maintenant, on peut dire qu'il y a même 50% à hauteur de 2025. Il y aura beaucoup d'utilisation. Il y a des entreprises, surtout la santé. Donc, les entreprises de santé, ils utilisent ça. Même les cliniques maintenant, on peut voir avec l'IA qu'a fait bien, qui est mieux que 3 médecins. Ils ont fait de la concurrence entre les médecins pour diagnostiquer les maladies, et l'IA, il a dépassé l'être humain de point de vue temps et de point de vue précision.
Alors, je ne vais pas aussi entrer dans trop de détails parce qu'il faut être succinct, mais je vais vous montrer ici combien ça coûte l'IA pour certaines entreprises. Donc, vous voyez que le montant en billions de dollars, ça augmente de plus en plus. En 2025, on va dépasser 1 billion de 1000 billions de dollars dans le futur. Et ça, c'est des études qui étaient faites par Gartner, un cabinet de conseil américain, avec l'IDC, aussi les IDC qui ont fait cette étude entre 2020 et 2024, et on voit qu'il y a de croissance, surtout pour le côté gestion de clients comme le CRM, Customer Relationship Management, qui augmente le chiffre d'affaires des entreprises, si on fait augmenter ça. Et on voit le domaine dans lequel l'intelligence artificielle est appliquée. On voit que c'est partout, en fait. Donc, vous voyez que c'est fait pour la détection, l'identification d'objets, dans le cas de voitures autonomes. On trouve maintenant des voitures qui sont intelligentes, qui peuvent conduire avec une autonomie, reconnaître les formes et éviter les accidents sans qu'il y ait un conducteur. Il y a aussi, dans les industries, on peut détecter des images d'identification, des tags ou des clés de RFID, radiofréquence identifieur. On peut les utiliser dans la médecine, partout. Partout, on peut utiliser ça, même dans la maintenance prédictive. C'est-à-dire, on peut prédire est-ce que la machine va tomber en panne ou pas. Et d'où l'augmentation de la productivité. Qui dit maintenance, dit productivité. Donc, si on maintient bien la machine, il y a aide maintenant, sans avoir des experts techniques ou des techniciens ou des ingénieurs. Donc, si on a bien compris, c'est que l'IA, on peut l'appliquer sur plusieurs domaines, c'est ça? À la santé, à l'énergie, à partout. Hein, là où il y a la data, on peut appliquer l'intelligence artificielle. Ici, c'est résumé dans cette diapositive, on voit partout, même l'aéronautique, partout, partout. Alors, très bien. Le carburant de l'IA, c'est la data, c'est ça? C'est obligatoire. Data warehouse, c'est données initiales qui doivent être fiables. C'est ça. Et Big Data aussi. Aujourd'hui, pour gérer la data, on a des profils, ce qu'on appelle les data scientists, c'est ça? C'est-à-dire des profils qui sont normalement, ils ont des compétences pour tout ce qui est la gestion, l'intégration data, l'analyse data, jusqu'à la publication des rapports des data. Alors là, je passe à Sidney Bess. Alors justement, on parle de data scientist et data analyst, il y a plusieurs profils. Et la question, est-ce qu'il y a une différence entre ces profils? Oui. Je partage tout d'abord la présentation. Je sois à la disposition de la communauté. Oui. D'accord. Pour le data scientist, c'est au cours de la transformation, numérique. Et comprendre son rôle est essentiel pour toute organisation axée sur les données. Pour data scientist, il se situe entre le métier de data scientist et data engineering. Alors, pour le data analysis, il joue un rôle clé dans la transformation des données en informations exploitables. Ses missions principales incluent plus ou moins la collecte et nettoyage des données, l'analyse exploratoire, la création de rapports et tableaux de bord, le support à la prise de décision et bien entendu la collaboration avec d'autres équipes. Alors pour la collecte et nettoyage de données, le data analysis commence par récupérer les données provenant de diverses sources. C'est là, donc il exploite les données structurées. Alors c'est là où il y a la différence entre le data analyst et le data scientist. Pour le data scientist, il peut exploiter les avantages de la base de données structurée et non structurée. Alors, parmi ces missions principales de data analyst, on a dit la collecte et nettoyage de données, l'analyse exploratoire, où le data analyst explore les données pour identifier les tendances, des patterns ou des anomalies. Cela implique souvent l'utilisation des techniques statistiques et de visualisation.
genre Matplotlib et Seaborn. Pour la création et rapport et tableau de bord, le Data Analysis, elle produit des rapports clés et des tableaux de bord interactifs pour aider les décideurs à comprendre les données. Des outils comme Tableau, Power BI ou Looker sont souvent utilisés. En fournissant des insights basés sur les données, le Data Analysis supporte et aide les équipes métiers à prendre des meilleures décisions éclairées. L'analyse de données ou bien Data Analysis, il travaille en étroite collaboration avec les Data Engineering et les Data Scientists et les équipes métiers pour répondre aux besoins de l'entreprise. Oui. Alors, Ben Abbas, on a perdu, apparemment, c'est Ben Abbas. Vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'écoutez? Il y avait une coupure. Allez-y, continue. D'accord. Alors, je récapitule pour Data Analysis, c'est se concentre sur l'analyse de données existantes pour en tirer des insights. Elle utilise des outils de visualisation et des techniques statistiques. Elle travaille principalement sur des données purement structurées. Alors, pour Data Scientist, elle va plus loin en utilisant des modèles prédictifs de machine learning et des algorithmes avancés. Elle traite des données structurées et non structurées. Elle crée des modèles pour prédire des tendances futures ou résoudre des problèmes complexes. Alors, pour Data Engineer, elle se concentre sur la construction et la maintenance des infrastructures de données. Elle développe des pipelines de données pour collecter, stocker et transformer les données en une suite de processus automatisés, donc qui permettent de collecter, stocker, transformer et charger les données à partir de données de sources diverses. Alors, celui qui se charge de la collecte et de la préparation des données pour qu'elles soient exploitables par le data analysis. Alors, il travaille avec, pour le data engineer, il travaille avec des outils comme Apache, Spark, Hadoop et des bases de données. Généralement, le data analysis se situe entre le data engineer qui prépare les données et le data scientist, celui qui exploite ces données de manière plus avancée. Alors, pour les outils et langages de programmation. Très bien. L'outil par la suite, c'est Ben Abbas, si vous permettez. D'accord, d'accord. D'accord. Donc, bon, c'est de la base, elle a parlé de profil data scientist, data analyst, et c'est quoi la frontière entre les deux? Oui. Il a parlé aussi de l'intelligence artificielle. Alors, ma question, c'est que derrière, bien évidemment, on va se rencontrer quelque part, c'est ça? Donc, un data scientist, un data analyst, c'est quelqu'un qui va faire de la collecte de la data, qui va faire la transformation de la data, c'est ça? Qui va Oui. faire, bon, certainement, à un certain moment, il va utiliser une approche soit big data, soit l'approche de data warehousing, et finalement, va restituer les données à travers l'affichage et des tableaux de bord, ce qu'on appelle dashboard. Alors, ma question, Madame Somia, alors, comment on peut combiner aujourd'hui entre BIA et IA, c'est-à-dire Business Analytics et intelligence artificielle? Donc, juste, je voudrais attirer votre attention sur que le BA, en fait, c'est de l'BI, mais avec des modèles prédictifs. Tout à fait. Donc, normalement, le BA rajoute au BI des analyses prédictives et presque. Ce qu'on appelle la veille, on peut anticiper le futur. Là, il va ajouter des technologies statistiques, des algorithmes et des modèles prédictifs pour détecter les tendances et aussi pour détecter les scénarios futurs et pour recommander des actions. Donc ça concerne la BA. Donc normalement, et lui aussi, donc dans le BA, on trouve la machine learning de base, un petit peu de l'IA. Mais dans l'IA, donc on a des modèles assez sophistiqués. Donc on a le machine learning avancé, on a deep learning, on a des modèles qui sont très sophistiqués. Et normalement, l'intelligence artificielle, il rajoute à la business analytics l'automatisation du processus et l'optimisation du processus des scénarios futurs, de telle façon à choisir la meilleure solution pour effectuer une action possible. D'accord? Donc, normalement, donc, ce qu'on parle de BI, donc après le BI, donc on a le BA, après le BA, donc on a l'intelligence artificielle. Donc, et maintenant, l'intelligence artificielle, avec ces modèles de machine learning, de deep learning, aussi avec l'intelligence artificielle générative, et avec l'intelligence artificielle
agentique maintenant, donc on a accès aussi sur l'environnement de travail, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'environnement, donc on le prend en considération à temps réel et on prend une décision à temps réel aussi. D'accord. Et la décision, normalement, on souhaite que la décision soit la meilleure possible. Comme ça, on rajoute un petit peu dans la performance. Si on a une décision, on a la décision performante. Si on a un diagnostic, on a un diagnostic performant. C'est vrai, donc c'est comme les calculatrices. Je reviens vers les calculatrices. Ça donne un résultat correct. Même s'il est arrondi, même si on a perdu un petit peu d'information, mais c'est le plus proche possible de la solution qu'on souhaite. Très bien, très bien. Donc, si on avait compris, pour résumer, c'est que finalement, tous ces profils, donc, il essaie de proposer des solutions pour aider les décideurs à prendre les meilleures décisions. C'est ce qu'on appelle la remontée de l'information, une information brute vers une information qui est utile au niveau décisionnel. Donc là, je reviens au professeur Nordine. Justement, quand on parle de l'IA, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle best practices, c'est ça, les meilleures pratiques. Et ma question, comment on peut intégrer les meilleures pratiques sur des systèmes décisionnels existants dans les entreprises? Donc, l'intégration de tout système sur un autre système, il faut qu'il y aura adaptation et configuration avec des paramétrages. Donc, il faut qu'il y aura une grande capacité de paramétrage pour ne pas altérer le système décisionnel existant. S'il y a des choses à rectifier, on les rectifie, mais l'IA vient après. Parce qu'il ne faut pas se fier à 100% à l'IA aussi. Et il faut que l'être humain doit s'impliquer pour vérifier les tableaux de bord du système décisionnel qui était acquis. Est-ce qu'il est correct? Avec l'IA, on peut faire des études pour voir le futur de l'entreprise par analyse de ce qu'on a comme rapport existant. Et les best practices, si on veut, il faut d'abord avoir un système d'information fiable. C'est-à-dire, si on n'a pas les données correctes, on ne peut pas aller de l'avant. Même si on a un système décisionnel fonctionnel, l'IA ne peut pas aider. Donc, il suffit de se baser sur des données qui sont fiables, vérifier les sources de données. Il faut aussi nettoyer les données inutiles, filtrer les données et seulement après utiliser l'IA. Des fois, l'IA n'arrive pas à résoudre authentiquement le problème si on ne donne pas exactement ce qu'on veut. Si on ne sait pas, on ne formule pas clairement le besoin, ce qu'on veut prédire, l'IA ne peut pas aider. Donc, il faut toujours avoir des experts dans le domaine pour l'instruire et l'utiliser. Il ne faut pas croire que c'est par simple outil, il y en a maintenant, il n'y a pas le prix d'outils qui peut faire l'affaire. Mais comme j'ai cité tout à l'heure, le cas d'IBM avec Watson, je ne sais pas si vous savez, il a fait vraiment des résultats impeccables. Et je vais partager là. D'accord. Je vais partager là. Alors, est-ce que vous pouvez arrêter la présentation, c'est Blabas? Oui, je l'ai déjà arrêté. Je pense qu'elle est partagée. Non? Non, il n'est pas partagé. Il n'est pas partagé. Allez-y, allez-y. Je vais partager peut-être ici. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, c'est bon. C'est bon? Voilà, donc il faut faire des positions. Donc ici,
Je rappelle que le ministère de l'Éducation nationale, il y a d'ici 5 ans, ils ont fait un projet avec d'autres ministères, surtout dans le cas de santé, pour appliquer à la santé. L'IA et utiliser ça en utilisant déjà l'informatique décisionnelle existante et intégrer l'IA là-bas en se basant sur les résultats qui étaient faits par Watson. Vous voyez, il y avait 255 patients, 15 médecins, une seule intelligence artificielle qui s'appelle Bioman, et les résultats sont énormes. On voit que l'IA, il a prédit 83% de résultats corrects. Et le temps, c'est seulement 15 minutes en temps de diagnostic par Bioman, alors que les médecins prennent beaucoup de temps. Et vous voyez qu'il y avait toute une équipe d'experts en médecine qui ont fait ça. Et ça a réussi et tout. Le fait qu'au Maroc aussi, on utilise. Donc ici, on voit que dans l'hôpital où a été fait, on a essayé de voir l'impact du IBM Watson, trouver qu'il peut diagnostiquer les cancers plus rapidement que les autres systèmes. Donc l'atout, c'est avoir des médecins, si je parle côté Maroc. Si on veut, d'abord, il faut avoir toute une équipe de médecins capables d'utiliser l'IA. Je ne sais pas, est-ce que côté santé au Maroc, on utilise l'informatique décisionnelle? Certaines cliniques peut-être, mais côté administration publique, dans la santé publique, je ne crois pas. Il n'y a pas encore. Ils ont Data Warehouse. Je sais que le ministère de la Santé a Data Warehouse, mais jusqu'à avoir des tableaux de bord, des scénarios, des rapports exacts pour éviter peut-être des épidémies futures, comme ça. On passe à des modèles de veille, c'est ça. Mais l'IA, si on l'applique, évidemment, il faut qu'on aura des gens capables de comprendre même. Très bien. En médecine, il faut avoir de bons médecins formés aussi dans l'IA, pas seulement dans la médecine. Très bien. C'est de la base. Alors, c'est notre team. Tout à l'heure, on a parlé des compétences et des outils qu'il faut utiliser. Alors, quand on parle d'un data scientist ou bien un data analyst ou bien un data engineer, c'est ça, c'est quelqu'un qui doit maîtriser les technologies. D'accord? Alors, est-ce que vous pouvez expliquer quelles sont les technologies actuelles utilisées dans le monde de data science d'une manière générale? Oui. Alors, je partage l'écran rapidement. Oui. Alors, pour mener à bien ces missions, le data analyst utilise une variété d'outils et de langages. Alors, pour le langage de programmation, on utilise le langage SQL. Il est essentiel pour interroger et manipuler des bases de données. Python, c'est très populaire pour l'analyse des données grâce à des bibliothèques comme Pandas, NumPy et Matplotlib. R, souvent utilisé aussi pour des analyses statistiques avancées. Et on a d'autres outils de visualisation, genre Tableau et Power BI, pour créer des tableaux de bord interactifs et des visualisations percutantes plutôt. Il peut utiliser Excel, toujours utile pour des analyses rapides et des rapports simples. Il peut également utiliser des outils de gestion de données comme Google, BigQuery et Snowflake pour le stockage et l'analyse des grandes quantités de données. Il peut également utiliser Apache Spark pour le traitement de données à grande échelle. Alors, ces outils et langages permettant aux data analysts de travailler efficacement et de fournir des résultats exploitables. Mais normalement, ces données récupérées ne sont pas à 100% exploitables. Donc, il fallait les nettoyer et les traiter, comme il a dit le monsieur. Donc, parce que les données qu'il étaient chargées, elles contiennent toujours des lacunes, des doublons, etc. Il fallait les préparer
pour avoir des résultats pertinents. Donc, ça consiste à identifier, corriger ou supprimer des erreurs, et les incohérences et les anomalies dans les données pour les rendre exploitables et fiables, comme on a dit. Alors, parmi les principales étapes et techniques de nettoyage que le data analyst adopte, c'est l'identification des problèmes, ça veut dire l'identification des valeurs manquantes, les données aberrantes, les duplications, les problèmes de format, problèmes de gestion des valeurs manquantes, il fallait supprimer des lignes aux colonnes avec trop de valeurs manquantes, remplacer des valeurs manquantes par la moyenne, la médiane, le monde, etc. Alors, pour la détection et traitement des données aberrantes, la suppression des doublons, standardisation et formatage aussi, à travers les bleds d'encodage et hot encodage. Pour la correction des incohérences, par exemple, peut-être qu'il y aura des âges négatifs, il fallait les enlever. Peut-être qu'il y a une date de naissance future. Alors, pour le traitement des données textuelles, il fallait faire du nettoyage de tokenization pour diviser le texte en mots aux phrases. Et puis, on passe à lemmatization et stemming. Ça sert à réduire les mots à leur racine. Stopword aussi pour supprimer les mots courants sans valeur ajoutée. Et il passe par la suite à la validation des données, c'est-à-dire valider la qualité des données pour qu'elles soient exploitables afin d'avoir des résultats pertinents et fiables, présentables par, bien entendu, le data analyst. Donc, voilà. Très bien, merci, c'est la place. Merci à vous. Tout à l'heure, c'est noté, il a donné l'état d'art de l'IA appliquée à la santé, c'est ça? Et ma question pour Madame Soumeya, où est-ce qu'on est par rapport à l'échelle internationale? Aujourd'hui, au Maroc, on parle beaucoup de data science, on parle de l'IA, on parle partout, il y a des formations partout, c'est ça? Et ma question, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'il y a un écart toujours à l'échelle internationale par rapport à ce qu'on a à l'échelle nationale? D'accord. Donc, moi, je tiens à souligner que pendant la dernière accréditation des filières de licence et de master, donc, on a trop visé des filières qui travaillent sur l'intelligence artificielle, sur data science, sur la cybersécurité. Donc, on a les filières. Donc, on a une base de ressources humaines qui va être compétente dans ces domaines-là. Donc, là, je pense même à l'échelle du ministère, je pense qu'il y a des directives. Il y a créer des formations dans ce sens. Voilà. Créer des formations. Donc, nous, par exemple, à la Fac Sciences, on a 8 masters dans le domaine informatique, donc l'intelligence artificielle, data science, cybersécurité. Donc là, on a déjà pareil, c'est un SSK, il y a un LP qui fait tout ce qui est la data science pour le gestionnaire. Et là, voilà, justement, l'UNR, il est dans le cadre de formation de la NBA. Oui. Voilà, c'est ça. L'informatique, ça devient la nouvelle tendance. C'est la nouvelle tendance. Pas seulement dans les facultés de sciences, dans les écoles, c'est aussi dans les sciences juridiques, économiques, dans les facultés de lettres. Donc, il y a l'intelligence artificielle qui est entrée dans pas mal de filières. Donc, on a les ressources humaines. Le problème, c'est que nos lauréats sont exploités ailleurs, sont exploités par les multinationales. Et donc, nous, on forme. Il faut que qu'on s'occupe de ces ressources-là pour participer au développement du Maroc, pas au développement ailleurs. Moi, j'insiste sur que ces lauréats-là travaillent pour le Maroc. Ils ne travaillent pas pour. Et la question qui se pose toujours, alors on dit toujours que le monde de data science, le monde du LIA, c'est un monde des informaticiens. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, justement. Je vais poser la question à la professeure Zidane. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des gens métiers qui peuvent maîtriser, notamment la technologie de tout ce qui est data science, l'IA, data analytics et le monde décisionnel du manière générale? Oui, c'est des formations qu'il faut. Il faut, au sein d'entreprises, que ce soit publiques ou privées, il faut faire des formations continues, personnelles. Il faut les orienter d'utiliser l'outil informatique d'abord. Donc, on commence par l'outil informatique et après les mettre à niveau pour utiliser l'IA dans leur travail. Parce que l'IA, ça va leur faciliter la tâche, d'une part, et ça va confronter leur solution à la solution automatisée qui est donnée par l'IA et qui est en général fiable. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé d'IA qui donne des choses, des fois,
probabilité de 90% de juste, on l'a vu tout à l'heure, Watson, à 83% arrive à diagnostiquer les maladies de cancer, mieux qu'une équipe de 15 médecins. Et la Chine aussi est avancée dans ce domaine. S'ils ont fait une IA pour diagnostiquer les maladies, ils sont très en avance. Mais nous, au Maroc, si on vient au Maroc, il faut la formation et la sensibilisation. Il faut motiver les gens à accepter, parce que des fois, les gens sont réticents à tout changement. Il n'a pas confiance. Il lui dit, toi, tu as trouvé ce rapport, mais l'IA va donner mieux. Il dit, non, moi, je me contente de ce que j'ai. Il ne veut pas avancer. Donc, il faut le motiver. Il y a une étude qui était faite pour rien que la mise en œuvre de l'ERP dans les entreprises. C'était fait toujours par le même cabinet conseil sur lequel j'ai tout à l'heure affiché les statistiques. Ils ont trouvé que environ 6% des entreprises, grandes entreprises, qui veulent instaurer rien que l'ERP avec Data Warehouse, c'est tout le système, où ça marche, ça continue, le marché qui atteint la complétude. Les autres, c'est un échec. Et ça, la cause, c'est quoi? La cause, c'est le manque de formation du personnel, le manque de motivation du personnel. Parce que si on ne motive pas le personnel, même si on investit, c'est pas sûr qu'on va réussir. Ils ont trouvé que environ, en moyenne, en Europe et aux États-Unis, l'investissement pour réussir un système d'information avec ERP et décisionnel, ça peut atteindre 54 millions d'euros. D'accord. Et si ça échoue, eh bien 54 millions d'euros est perdu. Donc c'est pour cela, chez nous, on est encore sur le début, il faut former les personnes, il faut motiver les gens. Même un agent de service, tu le formes, tu lui dis, il y a l'outil informatique qui peut t'aider dans ton travail. C'est pas parce qu'il n'a pas un niveau d'études supérieures qu'il faut le négliger. Il faut former tout le monde. Et c'est un monde, là on trouve les gens métiers avec les gens qui portent la casquette d'analyste. Ça, c'est un monde, là on peut être collaboratif dans le sens d'aligner les technologies actuelles avec les domaines métiers, notamment la santé, la finance, l'énergie, et ainsi de suite. Et ma question, c'est pour Mme Bass, Khalid. Vous m'entendez? C'est Mme Bass? Vous êtes là? C'est Khalid? Apparemment, on a perdu. C'est Khalid. Donc, peut-être je vais me retourner vers Mme Soumeya. Alors, comment vous voyez aujourd'hui la collaboration entre quelqu'un de métier qui travaille dans un domaine métier, notamment la finance, comme je viens de citer, avec tout ce qui est technologique aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il y a des recommandations à faire à ces gens-là? D'accord. Donc, il faut essayer de comprendre qu'on ne peut pas, par exemple, apprendre les mathématiques, les technologies, la programmation à des gens qui n'ont jamais fait la programmation, la mathématique ou autre. N'empêche, on peut leur apprendre à utiliser des outils et on fait abstraction de tout ce qui est technique. Donc là, il faut cliquer sur ce bouton-là, vous aurez le rapport. Vous cliquez sur ce bouton-là, vous aurez un graphique qui montre, par exemple, une distribution d'un échantillon, d'une population ou autre. Donc là, tout ce qui est technique, on le garde pour les gens qui maîtrisent ce côté-là. Tout ce qui est interprétation, donc on fait appel aux gens du métier. Par exemple, moi, je travaille sur quelque chose d'économie. Moi, je n'ai pas de connaissances en économie, donc je vais faire appel à un économiste pour l'interprétation des résultats obtenus. Comment j'ai obtenu ces résultats-là? J'ai utilisé des algorithmes. Il n'a pas à savoir comment j'ai programmé mon algorithme pour avoir ce résultat. Il va me dire, par exemple, ce résultat va me donner quoi? Et ainsi de suite. Donc, la même chose pour les médecins. Les médecins n'ont pas besoin d'être des programmeurs, des développeurs pour pouvoir utiliser les résultats d'un algorithme ou là, le résultat d'un diagnostic. Donc là, il faut une collaboration entre les gens de métier et les gens de domaine. C'est-à-dire, il faut collaborer. Par exemple, quelqu'un qui a un besoin, il va l'expliquer mieux qu'un développeur. D'accord? Et le développeur va développer mieux
qu'à une autre personne. Donc, on ne peut pas, par exemple, pas perdre de temps à apprendre les techniques de base, mais c'est juste jouer sur les interactions, sur les interfaçages entre chaque métier. Chaque métier, il a ses propres professionnels. Donc, on ne va pas réinventer la roue. Donc, c'est juste, on va jouer sur les interfaçages entre chaque métier. Et comme ça, on aura un écosystème complet et avec à chaque étape du processus, des gens de métier qui vont prendre des décisions de qualité pour bien faire sa tâche. Comme ça, c'est le résultat final qui nous importe. Et on doit collaborer pour avoir ce résultat final. Très bien. Mais je pense aujourd'hui, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, surtout les logiciels qui sont l'IA, notamment l'IA, donc quelqu'un métier, je pense qu'ils peuvent apprendre des choses qui peuvent faciliter la tâche du quotidien, voilà, et qui peuvent même donner des solutions à l'échelle décisionnelle. Et sans entrer dans les développements, comment ils ont créé l'algorithme, là, effectivement. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire tout par exemple. Voilà, justement. Alors, Zidane, est-ce qu'il y a des recommandations aujourd'hui pour donner aux gens, aux responsables, d'accord, surtout pour former les gens administratifs, les salariés d'une manière générale, dans ce domaine de data science IA? Il faut faire en sorte que le gouvernement marocain, d'abord, alloue le budget qu'il faut. Ouais. Parce que toute formation, ça coûte. Il faut avoir une volonté. Voilà, il faut l'argent d'abord. Il faut un budget. Et puis le budget va pousser la volonté. Donc, s'il n'y a pas de budget, on ne peut pas parler de volonté. Mais aussi, il faut faciliter la tâche parce qu'on le ressent auprès de nos étudiants. Ils font cours d'histoire, ils font des formations de temps aménagé. Des fois, leur administration ne les aide pas. Il faut qu'ils s'impliquent dans leur formation. Surtout pour les examens. Quelqu'un qui s'inscrit, par exemple, ici, chez nous, il s'inscrit dans Data Science, eh ben, c'est bien pour l'entreprise parce que c'est une compétence en plus pour l'entreprise. Donc, pourquoi l'entreprise ne s'implique pas dans sa formation? Elle aide financièrement à le faire et même lui donner le temps de faire sa formation. Il nous manque l'ouverture de domaine académique sur le domaine socio-économique. Que les décideurs s'impliquent. Parce qu'il y en a des entreprises qui sont mécontents si un du personnel fait une formation. Parce que pour eux, s'il fait une formation, il va le faire au détriment de sa fonction. Alors, c'est le contraire. Ça ne peut qu'être bénéfique pour l'entreprise. Et on a vu des cas, on a vu des étudiants qui ont excellé dans leur fonction parce qu'ils ont suivi des formations dans la science et l'intelligence artificielle, dont plusieurs écoles sont sur ça. Il y a des licences professionnelles, des masters, des cycles d'ingénieurs dédiés à l'intelligence artificielle, des cycles d'ingénieurs complètement intelligence artificielle. Et ça va donner un bon résultat pour moi. Évidemment, il y aura un problème de chômage aussi. Oui, au Maroc, vu que l'administration publique, justement, je ne parle pas du privé, il y a les multinationales et le privé qui avancent toujours, mais l'administration publique ne suit pas. Ne suit pas le nombre d'ingénieurs qu'on aura dans le futur. C'est Blabla, vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, je suis toujours là. Oui, je suis toujours là. Justement, on parlait de formation de tout ce qui est data science, l'IA et ainsi de suite. Donc, ma question, alors aujourd'hui, de plus en plus, il y a des jeunes qui s'intéressent à ce domaine de data science et l'IA. Et ma question, quels sont les conseils qu'on peut donner à ces jeunes pour se lancer dans ce domaine de data science, IA et data analytics? Oui, la plupart des administrations publiques marocaines, surtout le gouvernement, elle va vers la tendance de digitalisation, et la science de données. Donc, je leur encourage d'intégrer et d'investir, avoir des fonds, une formation dans la science de données et l'intelligence artificielle. C'est l'actualité. Donc, ça leur ouvre la porte à des opportunités infinies. C'est une carrière prometteuse, c'est un impact stratégique, c'est une optimisation des décisions et innovations technologiques. Alors, c'est un investissement d'avenir pour eux, pour les entreprises cherchant à exploiter la puissance
des données pour avoir une meilleure décision. Donc, je pense que ce webinaire il touche à sa fin. Donc, je tiens à remercier chaleureusement mes chers collègues, professeur Sidi Nordin, Madame Ziti Soumia, professeur Ben Abbas Khalid. Merci à vous. Voilà. Donc, à très bientôt. Merci. Et au revoir. On se retrouve dans un autre webinaire avec d'autres sujets d'actualité, Inch'Allah. Toujours avec Data Science, artificielle. Au revoir. Il faut remercier aussi l'audience. Je ne sais pas s'il y a des questions. Dans l'audience, on est, je pense, 57 personnes. Est-ce que vous avez des questions? On est là pour répondre à vos questions. Alors, je ne vois pas les questions, donc... Ils ont tout compris. Ouais, ils ont écrit, merci beaucoup. Très bien. Bon, voilà. On vous remercie aussi. Très bien. Voilà. S'il n'y a pas de questions, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Il n'y a pas de questions, c'est que ça s'est bien passé. Au revoir. Merci à vous. Bonsoir à vous. Merci Sidomi, merci les webinaires, merci cher professeur.